Actu 30 au cœur de l'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information dont voici les titres. La République démocratique du Congo est en alerte maximale après la détection d'une maladie d'origine inconnue qui a déjà fait des dizaines de morts depuis fin octobre dernier, a annoncé jeudi le ministre de la Santé. Poursuite du procès en flagrance en chambre foraine des auteurs du banditisme urbain appelé Kuluna. Près d'une centaine de malfrats ont comparu devant le tribunal militaire d'Ngaliema pour cette première audience dont a pris part le ministre d'État en charge de la justice. Célébration ce jeudi de la Journée internationale d'arbres. À cette occasion, plusieurs activités ont été organisées à travers le pays. Les détails à suivre dans un instant. Voilà tout pour les titres. Place. Bonsoir, je le disais au sommaire de cette édition, une épidémie dont les symptômes s'apparentent à celle de la Covid-19 signalée dans la province du Kwango. La maladie, jusque-là inconnue, a déjà fait 44 morts. Déclaration du ministre de la Santé ce jeudi lors de la conférence de presse tenue à Kinshasa. Si c'est une grippe, on va vous dire voici comment ça va évoluer parce qu'on sait comment ça évolue. C'est après plusieurs alertes que le ministre national de la Santé s'est présenté devant la presse. Objectif, livrer des informations claires et précises sur la maladie qui ôte la vie à plusieurs Congolais dans la partie ouest. L'épidémie, jusque-là d'origine inconnue, a été détectée dans la zone de santé de Pandi, située dans la province du Kwango, à plus de 400 km du chef-lieu Kenge. L'alerte a été donné au mois d'octobre. Le ministère a rapidement dépêché des agents sur place pour un état des lieux. La maladie présente des signes épidémiologiques tels que la fièvre, le maux de tête, la toux, l'écoulement nasal, mais aussi l'insuffisance respiratoire. Les victimes sont majoritairement des enfants de moins de 5 ans. On remarque d'autres que ça touche plus les enfants et les enfants de moins de 5 ans qui sont déjà fragiles, comme je viens de vous dire, à cause de la malnutrition. Donc, le nombre de guéris, c'est la différence entre les 382 et les décès qui sont rapportés. Et donc, on est à plus de 300 guéris. Selon le docteur Roger Kamba, l'équipe médicale déployée sur place effectue de premiers prélèvements qui seront acheminés au laboratoire des Kikwit. Nous attendons les résultats de ces prélèvements. J'ai dit que ça va à Kikwit parce que la zone de santé est très éloignée. Elle n'a pas un laboratoire, elle, dans cette zone de santé, capable de nous donner des éléments qui puissent nous répondre. Mais maintenant, les échantillons ont été prélevés, on va avoir les résultats et ça nous permettra de savoir effectivement quelle est la meilleure stratégie à faire. Le gouvernement dispose des moyens nécessaires pour faire face à tout type d'épidémie, a rassuré le ministre de la Santé et Prévoyance sociale. Que c'est 27 morts plus 44. Autre sujet de l'actualité de ce jeudi, le tribunal de garnison de Ngaliema a siégé mercredi en audience foraine dans le terrain du camp militaire à la barre. Plus de 80 prévenus auteurs de banditisme urbain appelé communément Kuluna. Les audiences sont ouvertes dans le cadre de l'opération Zéro Kuluna lancée par le gouvernement via le ministère de la Justice. Des prévenus reconnus coupables pourront être condamnés à mort et d'autres seront détenus dans des prisons de haute sécurité à l'intérieur du pays. Des précisions avec le ministre de la Justice qui a assisté à cette première audience. Après la condamnation, ils seront immédiatement transférés dans les prisons de haute sécurité. Et c'est à partir déjà de ce week-end. Nous avons choisi quelques prisons, dont celle de Angenga. Nous prenons déjà toutes les dispositions logistiques nécessaires pour les évacuer tous à l'intérieur. Nous allons poursuivre tous les Kuluna jusqu'à leur dernier retranchement pour qu'ils comprennent que l'autorité de l'État s'est rétablie sur l'ensemble du pays et que des bandes, des gangs criminels ne sont pas plus forts que l'État, plus forts que la justice.
Autre chose à présent, la ville de Kinshasa abrite depuis mercredi un colloque sur l'accompagnement entrepreneurial et innovation verte en contexte africain. Le go de ces assises a été donné par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. C'était mercredi au centre Wallonie-Bruxelles de la commune du Lac-Gombe. Le colloque sur l'accompagnement entrepreneurial et l'innovation verte en contexte africain va du 4 au 7 décembre prochain. Lancé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, l'activité scientifique réunit des parties prenantes représentant plusieurs pays. L'objectif des assises est de discuter des différentes stratégies d'accompagnement entrepreneurial adaptées aux défis du continent africain, tout en mettant un accent particulier sur l'innovation verte et les développements durables. La chef du gouvernement, qui a salué l'initiative, a souligné la nécessité d'accompagner les petites et moyennes entreprises, tout en précisant que la RDC reste dans l'optique d'accompagner le PME en vue de créer des millions d'emplois. La première ministre espère de bons résultats de ces colloques. Je suis convaincu que les résultats de vos réflexions et vos résolutions au cours de ce colloque sur l'accompagnement entrepreneurial et l'innovation verte, première édition de IEF Entrepreneuriat en République démocratique du Congo, seront fructueuses et profitables pour la jeunesse congolaise. Nous nous en inspirerons pour mieux adapter nos futures réformes en faveur de l'entrepreneuriat congolais. Je déclare ouverte la première édition du colloque international sur l'accompagnement entrepreneurial et l'innovation verte en contexte africain. Ce colloque est organisé par IEF Entrepreneuriat de concert avec l'Université Paris 8, l'Université de Kinshasa, l'Université protestante de Kimpese, l'Université Congo et l'École supérieure de gestion des administrations et des entreprises. Les membres de la commission mixte défense et sécurité de la République démocratique du Congo et la Zambie se sont réunis mercredi à Ndola, une ville zambienne. Il s'agit d'une réunion d'urgence convoquée à la suite d'un incident ayant causé mort d'hommes à la frontière angolo-zambienne. Il a été décidé la mise en place d'une commission d'enquête pour élucider ces dossiers, ont notamment pris part à cette rencontre le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité et celui de la Défense. Serment de liberté, prospérité, pour toujours. L'incident se produit le dimanche 1er décembre à la frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie, causant la mort d'un militaire zambien et un blessé du côté congolais. C'est pour tabler autour de cette question que s'est tenue la réunion d'urgence de la commission mixte Défense-Sécurité RDC Zambie. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemaine Chabani Louko, qui a représenté la partie congolaise, a conduit une délégation composée notamment du vice-premier ministre de la Défense nationale Guy Kabombo Mwadianvita et du gouverneur du Haut-Katanga Jacques Kabula Katoué. Les deux délégations ont constaté que l'incident n'a nullement été commandité. Les parties prenantes ont ainsi abordé la question de la démarcation des frontières. Le gouvernement de la République démocratique du Congo présente ses condoléances au gouvernement zambien et également à la famille biologique de l'illustre disparu. Et profite de cette occasion pour nous inviter à soutenir les travaux de la démarcation des frontières en vue de prévenir ce genre d'incidents à l'avenir, qui risquent de mettre en mal les relations de bon voisinage de nos populations respectives appelées à vivre ensemble. C'est ici pour moi l'occasion d'indiquer la pertinence de la mise en exécution des résolutions prises à la 13e session de la commission permanente mixte tenue à Kitwe en novembre dernier sur le maintien du dialogue permanent entre nos deux États. Au cours de cette réunion, une commission d'enquête mixte a été constituée pour faire la lumière sur le dossier.
Je l'ai également annoncé au sommaire de ce journal, la République démocratique du Congo a célébré ce jeudi 5 décembre la journée nationale de l'arbre. Cette célébration a été couplée au lancement du programme national d'afforestation et des reboisements conformément à la décennie mondiale et africaine d'afforestation et reboisement. Pour cette année, la journée a été placée sous les thèmes « L'arbre, le salut de notre planète, plantons-le et gardons-le dans nos milieux de vie ». Le ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a organisé une cérémonie de plantation de quelques arbres au parc animalier de Lancélé, communément appelé parc Président Mobutu. Toujours dans le cadre de la célébration de cette journée, l'ONG Set of Color Foundation a sensibilisé les élèves du groupe scolaire Moamba à la culture de la plantation d'arbres ce jeudi. À cette occasion, cette ONG a également lancé officiellement la première phase des plantations d'arbres en marge de son programme d'appui à la restauration du couvert forestier de la République démocratique du Congo, qui a pour objectif de planter 3 500 000 arbres à l'horizon 2030. C'est au groupe scolaire du Moamba que l'ONG Set of Color Foundation a lancé officiellement la première phase de plantation d'arbres en marge de son programme d'appui à la restauration du couvert forestier, mais aussi à la Journée internationale de l'arbre célébrée chaque 5 décembre. Cette activité s'est déroulée en présence du recteur de l'université de Kinshasa, du conseiller du chef de l'État en charge de projet et aussi des élèves, question de leur sensibiliser sur la culture de la plantation d'arbres. Soyez fiers du geste que vous allez poser aujourd'hui, mais qui vous appelle et vous rappelle à l'assainissement perpétuel et permanent de notre milieu. Une sensibilisation qui n'a pas laissé indifférents ces élèves qui se sont livrés à des jeux de questions et réponses. Si la plante est si importante, pourquoi au Congo tous les espaces sont vendus pour la construction des maisons? Après avoir su le rôle ou l'importance d'un arbre dans son environnement, Christiane Omba Ngengele, ambassadrice des élèves, a planté un arbre dans l'enceinte de l'école avant de réitérer au nom de tous les élèves de son école l'engagement de planter les arbres. Nous avons décidé de nous engager à planter les arbres pour la réussite de ces projets. Certes, nous sommes élèves, mais nous sommes l'espoir de demain, de notre pays, la RDC. Et le rôle que jouent les arbres est crucial, notamment grâce à l'arbre, nous avons de l'oxygène, de fruits, il lutte contre les érosions. C'est pourquoi, en tant qu'ambassadrice de l'école Moamba, je suggère à tous les élèves de l'EPMA2 et du groupe scolaire du Moamba et de la République démocratique du Congo de planter au moins un arbre par an pour lutter contre la déforestation de l'arbre. Dans la foulée, le conseiller du chef de l'État en matière de projet, Emmanuel Omangela, va se rendre au site du Home Plateau pour s'assurer de la bonne croissance des arbres plantés au mois de juin dernier. L'objectif ici fondamental c'est d'aller dans le sens de la vision du chef de l'État qui voudrait voir 1 milliard d'arbres plantés, chacun diversifié de manière différente. Nous avons tiré notre espace, nous disons, le chef a dit, l'ONG animée par ses staffs, des jeunes gens courageux, ici qui m'entourent, beaucoup de collaborateurs, cette ONG s'est donné comme objectif de faire 3 500 000 arbres d'ici 2030. L'ONG Set of Color s'est fixé pour objectif de planter 3 500 000 arbres à l'horizon 2030. Une initiative qui s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, celle de planter 1 milliard d'arbres pour lutter contre le dérèglement climatique.
Quittant Kinshasa pour la province du Congo central après la récente pluie qui a causé d'énormes dégâts dans la ville de Matadi. Le gouverneur Grace Bilolo était sur terrain avec son équipe pour s'enquérir personnellement de la situation et superviser également le début de quelques travaux de réhabilitation. Images et commentaires. L'Excellence Grace Nkwanga Bilolo vient de se rendre compte d'abord des dégâts qui se sont causés depuis hier et ensuite le travaux fait par son service qui est sous ma direction, l'ATP, pour améliorer la bonne circulation de biens et de personnes dans la ville de Matadi. Il en était très fier et il m'a même plus encouragé de faire mieux que ça. Et d'ailleurs, nous pensons encore, même un peu plus là-bas, pour vraiment créer des routes connexes afin que la population de Matadi puisse vaquer à ses occupations. Et dans la province du Nord, Kivu plus précisément, j'allais dire à Ocha, chef-lieu du territoire des Béni, qui est devenu le théâtre des violences récurrentes, principalement attribuées aux forces démocratiques alliées. Ces attaques ont entraîné de pertes en vies humaines considérables et ont provoqué des déplacements massifs des populations. Face à cette situation, la société civile appelle l'armée à répondre aux alertes de la population. Maître Pépé Kavota, président de la société civile Force Vive de Béni, l'a dit ce jeudi à Daniel Michombero, notre envoyé spécial dans la région. Il faut dire que ces tueries ont été vécues alors que la population, les couches de la population étaient en entretien avec les commandants des opérations. Et que donc, dans ces assises-là, les commandants des opérations a appelé à la vigilance tous azimuts de la population. Et quelques jours après, le pire est arrivé. C'est autant que, profitant de votre micro, nous pensons qu'il est pour nous une obligation citoyenne d'adresser nos mots de compassion à toutes les familles qui ont été, n'est-ce pas, victimes. Je parle ici du PK20, je parle aussi
de la cité ou de la cité, la commune d'Oucha. Parce que c'est là où l'ennemi a eu, n'est-ce pas, égorgé au moins une affaire d'une dizaine de personnes. Et que donc nous tous ensemble, et lorsque nous voyons un mouvement suspect, nous sommes appelés à alerter et l'armée devrait tenir compte de ces alertes de la population. Parce qu'on nous a appris par des sources sûres que ce qui s'est arrivé à Oucha, la population avait alerté. Et ce qui est arrivé au PK20, il se peut que la population qui était dans les faits fonds avait vu ces mouvements-là, mais la population, les exploitants n'ont pas alerté l'armée. C'est autant que nous appelons les deux parties. Lorsque la population voit un mouvement suspect, il doit alerter. Et lorsque la population alerte auprès des services, les services devraient être proactifs pour bouter hors d'état de nuire l'ennemi. Retour à Kinshasa, désormais tout transporteur des matériaux de construction qui déversait une partie de sa cargaison le long de la chaussée s'expose aux poursuites. Cette nouvelle instruction du ministre provincial de Kinshasa en charge des mines hydrocarbures portefeuille Jackson Punga Chimakinda est contenue dans une note circulaire publiée le mercredi 4 novembre. Cette série de mesures vise à lutter contre la pollution et la détérioration de voiries urbaines. Il signifie aux titulaires des droits des carrières coopératives minières ou de produits carrières, les exploitants artisanaux des matériaux de construction que désormais tout véhicule transportant les sables doit bâcher sa cargaison. Il est également interdit de transporter le sable mouillé. Vous avez su, nous allons parler sport dans ce journal. Le rêve des léopards dames handball de la République démocratique du Congo de glaner une médaille à la CAN de cette compétition de balle à 7 mètres s'arrête à mi-chemin. Les Congolaises ont été éliminées en quart de finale de cette compétition après leur défaite contre l'Égypte 23-22 au gymnase Jimélé du stade des Martyrs. Malgré le soutien du public largement acquis pour la cause des léopards, la RDC n'a pas pu réaliser un miracle devant l'Égypte pour continuer sa propre CAN. Après cette élimination, les léopards joueront le match de classement. Angola, Égypte, Sénégal, Tunisie, c'est la vérité des quarts de finale qui a vu 8 nations issues de la phase des poules s'affronter ce mercredi 4 novembre 2024 au gymnase jumelé Stade des Martyrs de la Pentecôte. Les Sénégal remportent le duel des Lions face au Cameroun. Les Lions de la Teranga ont composté leur billet pour les mondiales féminins fin novembre et début décembre 2025 en Allemagne et aux Pays-Bas. Sagna et compagnie ont fait montre d'une application devant le but. Clin d'œil spécial à la gardienne de la tanière des Lions, Justicia Elbe Kotubis à 23 ans, la franco-sénégalaise Société des Fleury-Loiret impériale dans ses cages. Avec ses 8 buts, la demi-centre à sondage 28 ans souhaité de Bruxelles handball en Italie a permis aux Tunisiens de s'imposer face au Congo-Brazzaville, demi-finaliste lors de la CAN sénégalaise. Déjà à la pause, les Aigles du Carthage de la Tunisie mènent 13-11. À Gilles explosive, les Aigles imposent leurs griffes pour finalement s'imposer 28-24 et restent encore en course pour un 4e sacre africain. Le demi-finale ne se joueront pas sans les champions en titre. Les Pères de l'Angola se sont imposés face aux Fennecs algériens et valident leur place dans les Carredas et une 18e qualification au championnat du monde IHF en 2025. Gilda Simao et Elena Paolo souhaitaient de Cluj-Tagou en Roumanie, auteur des 5 buts désignés des best players.
L'armée de joie, crie, danse, victoire pharaonique de l'Égypte face à la nation organisatrice, la RDC, avec Mariam Omar Ibrahim au sommet de son art et Annie Mahmoud Yara efficace, les Égyptiennes ont imposé la maîtrise du jeu en face des léopards, un peu physiquement moindri malgré la forme étincelante de sa capitaine Moissé Samouenge Christiane. Au mental, l'Égypte remporte la bataille 23-22 dans les dernières secondes de la rencontre. La gardienne Ali Goma Maé, auteur de 11 super arrêts, élu MVP du match. Déçu, forcément très très déçu. Déçu pour d'abord pour les joueuses parce qu'elles se sont beaucoup investies depuis de nombreux mois maintenant. Voilà, c'est une aventure qui est difficile. Hein. C'est une aventure qui est difficile, qui a une longue préparation et forcément déçu pour elles parce qu'elles se sont donné vraiment corps et âme pour cette équipe. Et puis déçu pour tout le monde, pour la fédération qui a porté le projet, pour le peuple congolais qui nous a poussé jusqu'au bout. Voilà, déçu pour tout le monde forcément. Et ça fait 12 ans que je n'ai pas joué avec les sélections. Je suis revenu maintenant après 10 ans. Je suis très fier. Merci le coach, merci à mon équipe, merci à tout le monde. C'était notre rêve de qualifier pour le mondial pour la première fois de l'histoire. Je suis très contente, très heureuse. Grâce à Dieu, alhamdoulilah. Merci beaucoup. Courage à nos léopards. Nous espérons qu'à la prochaine compétition, elles nous amèneront la coupe. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin à cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve le mardi prochain. Entre-temps, bonne suite de programme sur A30 Télévision.